Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue pour cette nouvelle, émission, d'Ascension TV. Ce soir, donc, nous recevons, Christelle Claire pour, eh bien, ma foi, un partage, un échange, une présentation, du livre qu'elle vient de publier, qui est ici, donc Esteban, un dialogue entre ciel et terre, sur un sujet, ma foi, qui est, un sujet sensible, douloureux pour beaucoup de femmes, beaucoup moins pour d'autres. Et voilà, on va laisser Christelle un petit peu, nous parler de ce livre, de ce qui peut-être l'a menée à l'écrire. Voilà, moi-même, je viens de le terminer, et je peux vous assurer qu'il y a des informations qui sont assez, étonnantes obtenues en canalisation. En tout cas, j'en parlais hier avec Christelle. Heu, en tout cas, ça fait réfléchir et ça amène, voilà, ça amène, peut-être à se positionner différemment par rapport à certains sujets, voilà. Et puis ce livre, moi qui suis extrêmement sensible est porteur d'une énergie, très particulière qui m'a un peu bousculé. Je parle pas du contenu, je parle de l'objet en lui-même, hem et qui m'a amené, aussi à dire certaines choses à Christelle, voilà. Christelle, après cette Oui, introduction, bonsoir. bonsoir Didier, bonsoir tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Euh, je vous avoue que j'ai un petit peu le trac, je me sens différente des autres émissions parce que voilà, c'est un peu particulier et puis c'est plus rattaché à moi et à ma vie privée. Donc fatalement, c'est moins facile que pour les autres émissions, mais je suis ravie. Merci à Ascension TV de me donner l'occasion de parler du livre parce que voilà, je trouvais que c'était un message important pour beaucoup de femmes, et pas seulement les femmes d'ailleurs, des hommes aussi. Et donc, ben voilà, merci à tous d'être là. Alors justement, c'est quoi un peu l'histoire de ce livre? Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire? Et puis de quoi il parle finalement? Parle-nous-en avec tes mots. Oui, alors, le point de départ est un avortement que je n'ai pas souhaité, que j'ai subi quand j'avais 18 ans. Mais le sujet du livre concerne bien plus que cela. Parce que Esteban m'a donné des réponses par rapport à la fausse couche, un arrêt de grossesse pour raison médicale, que ce soit volontaire ou non, par acte médical ou par effet naturel, je vais dire, mais également la perte d'un être cher en dehors de la fausse couche. Donc, on perd quelqu'un dans un accident de voiture, on ressent fatalement de la souffrance, on rentre dans un certain cercle enfermé, et pas mal de réponses d'Esteban peuvent aider, à mon sens et au sens de certains témoignages que j'ai déjà reçus, peuvent aider également les personnes souffrant de la perte d'un être cher qui ne soit pas pour autant un avortement, une fausse couche, etc. Donc voilà, il y a le point de départ, mais c'est vraiment beaucoup plus que cela dans le livre. Alors, comment j'en suis arrivée là? En fait, j'ai toujours écrit, mais pour moi, donc un journal intime en fait, depuis que j'ai 16 ans. Au départ, c'était voilà des poèmes, un peu ma vie d'adolescente. Enfin, c'était un peu innocent et rien de particulier. Sauf qu'à 18 ans, donc quand j'ai subi cet avortement, ça a été vraiment le début d'une grande souffrance. Et je me suis déversée dans mon journal intime. J'en ai mais des centaines de pages. Parce que j'ai rarement arrêté en fait. Enfin, j'ai toujours écrit. Il y a des périodes un peu moins, parfois un peu plus, mais j'ai toujours écrit et c'était vraiment pour exorciser mes démons, sortir ma souffrance. J'avais besoin en fait de matérialiser, de sortir de moi à l'extérieur, fatalement, enfin, ce que je parvenais pas à guérir en fait. Et l'idée d'écrire un livre m'est venue assez récemment, c'est quand j'ai remarqué en fait que j'étais sortie de la souffrance, que j'avais eu des réponses et que j'ai eu tellement d'explications et d'informations, et je voyais mon avortement et mes 26 années de souffrance d'une toute autre manière, que je me suis dit, wow, enfin, il y a certainement d'autres femmes qui sont peut-être encore comme moi, qui souffrent, qui pleurent, qui ont honte, qui se sentent coupables, qui n'osent pas en parler, qui gardent ça secret. Et donc, je pouvais pas, enfin, moi, j'ai considéré que je pouvais pas me taire.
alors, je ne savais pas dans quelle mesure mon livre pouvait aider quelqu'un, mais je trouvais que je ne pouvais pas manquer l'occasion. S'il y avait ne fût-ce qu'une seule personne à qui ça pouvait parler et que ça pouvait vraiment aider, bah alors il fallait que je le fasse. Et au tout début, quand j'ai commencé à l'écrire, j'étais pas encore convaincue, hein. Au départ, j'écrivais comme j'écrivais dans mon journal intime. Et il y a vraiment eu un déclic à un moment donné, quand j'ai réalisé que je n'écrivais pas que pour moi-même comme dans mon journal intime, mais qu'éventuellement quelqu'un pourrait me lire et quelqu'un que je ne connais pas. C'est le jour où Esteban justement m'a dit continue ton livre, ça va aider des gens, donc continue-le. Et là, je me suis dit ok. Là, j'ai pris conscience en fait réellement que mes écrits allaient peut-être un jour pouvoir être lus par quelqu'un. Et donc voilà comment tout cela est arrivé. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Donc pendant l'écriture du livre, parce que la manière dont ça s'est passé est un peu particulière. Donc au départ, j'ai été rechercher tout mon journal intime et j'ai pris des extraits en me disant tiens, ça je voudrais mettre dans le livre, ça peut être intéressant. Et puis j'ai commencé la narration. Et bon, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et puis, au bout d'un moment, j'avais terminé, enfin, je pensais avoir terminé mon manuscrit. Entre-temps, j'avais découvert l'écriture automatique. Et Esteban, un jour, m'a dit qu'il aurait un message à me délivrer et qu'il serait bon que je l'incorpore dans le livre. Donc là, j'étais toute excitée en me disant génial, super, je vais vite terminer mon livre parce que je voudrais avoir le message qu'il a à délivrer. Ça s'est passé 6 ou 9 mois plus tard, 9 mois plus tard. Et puis voilà, j'ai eu son message que j'ai incorporé dans le livre. Et puis tout était terminé, mais j'avais un goût de trop peu. Je trouvais que c'était trop court. Enfin, en fait, il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je sentais que c'était pas finalisé. Et en fait, c'est lors d'une conférence où j'ai été suivre Sylvain Didlot, où je lui ai posé la question donc lui canalise par rapport donc son guide, où je lui ai demandé, ben voilà, est-ce que j'ai rempli l'objectif, est-ce que c'est bon? Et en fait, c'est le guide de Sylvain Didlot qui m'a parlé d'en faire un dialogue, parce que le manuscrit que moi j'avais fait, ce n'était toujours que ma version, mon ressenti. Alors ça montrait l'évolution, comment petit à petit je m'en étais un peu sortie de cette souffrance, de la culpabilité, de la honte, etc. Mais c'est tout, quelque part. Donc quand je suis revenue de la conférence, je me suis connectée donc avec Esteban. J'en ai reparlé avec lui et en fait, lui m'a demandé de relire à haute voix tout mon manuscrit. Et chaque fois que lui aurait quelque chose à dire, il me stopperait et il me dicterait en fait. Et donc, j'avais plus qu'à noter ce qu'il m'écrivait. Et donc, le dialogue s'est fait comme ça. Ça veut dire que j'ai moi-même appris énormément de choses pendant que Esteban me les disait. Donc, il y a des choses qui sont dans le livre et que je ne savais pas avant. Et c'est ça, enfin, moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça assez magique. Et donc, à la fin du livre, quand tout a été terminé avec les réponses d'Esteban, je me suis dit, mais oui, évidemment, enfin, c'était ça qu'il fallait apporter. C'est pas tant mon témoignage, c'est surtout les réponses d'Esteban. Parce qu'il explique, à mon sens, de nouveau, hein, tout ça est très subjectif et c'est pour ça que les témoignages seront vraiment les grandement bienvenus. Il explique tellement de choses comme, par exemple, d'arrêter cette souffrance, que la souffrance que l'on ressent, alors à nouveau, que ce soit un avortement, une fausse couche, la perte d'un bébé, d'un mort-né, etc., ce sont différents types d'événements, mais ça regroupe les mêmes notions, les mêmes enseignements, en fait. Et donc, Esteban explique que cette souffrance, on se la crée nous-mêmes. Et il y a vraiment un moment donné où j'ai du mal à accepter ce que Esteban me dit. Quand il écrit dans son livre, oui, mais c'est écrit, c'est un accord, tous les avortements ou les fausses couches ou les morts-nés, etc., tout ça est prévu et il y a une raison. Et quand il explique tout ça, j'ai vraiment du mal parce que je me dis, mais moi, je ne me vois pas dire à quelqu'un qui a perdu son enfant, il faut prendre de la hauteur, vos âmes se sont accordées avant l'incarnation, ça va vous aider à grandir, la souffrance, il faut pas la prendre, il faut la mettre de côté. Enfin, on est quand même incarné en mode humain avec notre mental.
Et donc, il y a moi-même quelques concepts, quelques idées qu'Esteban disait où j'avais un peu de mal, mais parce que je réfléchissais avec mon mental. Une fois qu'on s'ouvre un peu plus et qu'on adopte un angle de vue beaucoup plus large, vraiment de notion de l'univers, d'unicité, d'équilibre entre les choses, à ce moment-là, ça fait déjà beaucoup plus de sens. Donc, il y a beaucoup de messages où il ne faut vraiment pas les prendre au pied de la lettre et avec notre mental. Il y a vraiment, à mon sens, un effort, un petit effort à faire pour ouvrir un peu nos consciences. Et OK. Esteban, d'ailleurs, le dit à un moment donné dans le livre, il dit, relisez autant de fois que vous voulez, entourez ce qui vous parle, barrez ce qui ne vous parle pas. Oui. Donc, voilà, c'est important de lire aussi que je ne soumets pas ce livre au public ou à qui voudra bien le lire en disant voilà comment ça se passe, voilà la vérité et c'est comme ça. C'est voilà mon expérience, voilà le dialogue que j'ai eu avec mon guide et lui-même le dit, vous voyez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben continuez à creuser, voyez de votre côté. Il parle beaucoup de la vérité intérieure et qu'on a chacune notre propre vérité. Et certes, oui, on peut se renseigner à gauche, à droite, en parler avec des personnes, se renseigner, que ce soit par des émissions, aller voir un thérapeute, lire des livres, suivre des conférences, etc. Mais ce qui est très, très important, c'est que chacun écoute si ça vibre en soi. Ça, vraiment, il insiste là-dessus. Je ne sais... Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, peut-être nous expliquer sommairement qui est Esteban? Parce que tu en parles, Ah, mais pardon, allez, pardon, je pense oui. que la majorité des personnes qui nous écoutent ne savent pas qui c'est. Exact, merci. Alors, Esteban est l'âme dont j'ai avorté quand j'avais 18 ans. À savoir que donc, quand j'avais 18 ans, je suis tombée enceinte. J'explique dans le livre que j'étais complètement ahurie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez le découvrir parce que voilà, je suis assez pudique quand même, mais euh, c'est- c'était trop spécial. Enfin, tomber enceinte comme ça, il devait y avoir une raison. Donc, en fait, moi, je ne voulais pas avorter. Je ne voulais pas du tout. Euh, J'explique également les conditions familiales dans lesquelles je vivais succinctement, parce que là n'est vraiment pas le sujet important du livre, mais qu'en fait c'est ma belle-mère de l'époque, qui n'est plus ma belle-mère actuellement, qui a tout pris en main en fait. Et c'est comme ça que notre famille fonctionnait. Alors pour ceux qui ont lu le livre, j'insiste, je le dis dans le livre, mais j'insiste vraiment dessus, cette dame, donc Odette, a apporté beaucoup dans ma vie. Vraiment, elle m'a apporté énormément de choses positives. Il se fait que par rapport à l'avortement, euh, j'essaye de le trouver poliment, de trouver des mots polis. Voilà. Elle a eu des réactions qui, moi, m'ont révoltée à l'époque, mais qui ont fait que elle m'a forcée, en fait, à avorter. Ceci dit, maintenant, je prends à mon crédit parce que moi, j'ai rien fait pour l'en empêcher. J'ai échafaudé des plans j'ai voulu m'enfuir de l'hôpital quand on m'y a emmené. J'ai imaginé de faire semblant, enfin de dire mon secret au gynécologue en disant, écoutez, je ne veux pas avorter, qu'il serait tenu au secret professionnel. Je ne dirai rien à mes parents. Je partirai aux États-Unis comme c'était prévu, parce qu'il était prévu que 2 mois plus tard, je parte pour les États-Unis refaire un an d'études. Enfin, j'ai échafaudé plein de plans pour garder l'enfant, mais j'ai rien fait. Donc, oui, il y a Odette est responsable, entre guillemets, je l'ai prise comme telle, mais je le suis tout autant. Donc, j'ai subi un avortement, je ne le voulais pas, mais je me suis laissée faire quand même. Donc, j'ai ma propre part de responsabilité. Mais voilà, ça explique un peu le contexte euh, qui fait qu'en fait, je me suis sentie complètement perdue. Et ça a vraiment été une souffrance pendant 26 ans. Donc, j'en ai pleuré, j'ai rêvé de lui. Je l'ai appelé Esteban, en fait, parce que lorsque j'étais avec mon petit ami de l'époque, un jour, on a fait une sortie. Un de mes petits frères avait une compétition à la piscine communale et on attendait donc à la cafétéria pendant que mon frère attendait son tour de compétition. Et en fait, je pense comme tous les jeunes le font, un peu pour le fun, on a listé en fait tous des prénoms de garçons et de filles pour nos futurs enfants. Et quand j'ai avorté, le seul prénom qui m'est resté en tête de cette liste, c'était Esteban.
Et j'étais persuadée d'être enceinte d'un garçon. Pour moi, c'était un fait indéniable. Et donc, je l'ai appelé Esteban. Et donc, je lui ai parlé pendant des années. C'était un monologue, hein, parce que c'est tout récemment que voilà, je suis vraiment en communication avec lui. Mais donc, je lui parlais, je m'en voulais, je lui demandais pardon. Je me demandais souvent, en fait, s'il allait me gifler le jour où moi, j'allais mourir. Comment ça se passe? Est-ce qu'il va m'accueillir les bras ouverts? Est-ce qu'il va me nier? Est-ce qu'il va me gifler? Enfin, comment ça se passe? Donc, j'étais remplie de culpabilité, de honte. J'en ai très, très peu parlé dans mon entourage. Il y a quelques rares amis très proches à qui j'en ai parlé. Et il m'a fallu plus de 10 ans pour en parler sans pleurer. C'est-à-dire que dès que le sujet venait sur la table, j'étais une fontaine, quoi. Je pleurais, j'étais en sanglots. J'ai été voir plusieurs psychologues, thérapeutes, etc. Mais ma honte, ma culpabilité, tous mes sentiments étaient tellement forts que je suis jamais parvenue à sortir de là, en fait. Et donc voilà qui est Esteban. C'est le prénom que je lui ai donné depuis le départ. Très bien. Sans entrer dans la confidence, il y a quand même des passages, particulièrement, intrigants, sur lesquels finalement on n'a pas trop de suite, comme par exemple cet épisode où tu apprends, enfin tu savais, mais tu apprends que, tu es toujours vierge et néanmoins enceinte. Ouais. Heu, c'est pas rien ça quand même. Non, non, effectivement, je me suis renseignée à l'époque pour savoir, enfin, comment c'était possible, surtout plus tard. Hein, à l'époque, il n'y avait Mmh, pas Internet et compagnie. À l'époque, le gynécologue avait juste dit que c'était très rare, c'était des cas rares, mais qui arrivaient. d'accord. Parce que voilà, c'est un détail où j'ai hésité à le mettre dans le livre parce que je me dis bon, vierge et enceinte, enfin, je m'appelle pas Marie, quoi. Donc, Non mais c'est enfin, si, en fait, c'est mon deuxième prénom, mais peu importe. Mais bon, voilà. Donc, il y avait cette notion de je veux pas rentrer dans un débat qui ne serait pas le bon débat, oui, à mon j'entends. sens. Mais finalement, je l'ai mis dans le livre parce que je voulais expliquer pourquoi j'étais tellement ahurie, pourquoi j'étais tellement. Je comprenais pas en fait. Je comprenais pas comment c'était possible. Et il se fait que, ben voilà, techniquement, médicalement, voilà, ça arrive. C'est vrai qu'en général, voilà, l'hymen a besoin d'être déchiré pour que les spermatozoïdes passent. Ben, dans mon cas, ben, ça n'a pas été le cas. Et c'est le gynécologue qui a confirmé à mes parents que effectivement, bah, techniquement, j'étais vierge. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je peux pas avorter. C'est pas possible. Déjà, être tombée enceinte comme ça, enfin, c'est ahurissant, quoi. Enfin, moi, quelqu'un me le dit, je pense que je le crois pas, hein, honnêtement. Mmh. Donc, ça me tombe dessus. Je me dis, non, il y a une raison. Ça peut pas. Je trouve pas les mots pour dire à quel point il ne peut y avoir qu'une raison et donc je dois le garder. Et toute ma vie va changer et je comprends que je bouscule et je chamboule complètement mes parents et ma propre vie et la vie de mon petit ami à l'époque. Parce que bon, lui aussi, hein, il avait des projets de vie. Donc, je comprends que ça chamboule tout, mais non, je peux juste pas avorter. Et il se fait que bon, ben voilà, l'avortement se fait quand même. Mmh. Mais oui, ce côté de vierge et enceinte, bah ouais, je peux pas le dire autrement. Ouais. Et oui, techniquement, comme tu le dis. Oui, voilà, ouais. Mmh. OK. Il y a un autre passage qui est particulièrement poignant, c'est, on va pas tout raconter, hein, mais, le passage avec les roses, sans trop rentrer dans Oui, les détails, qui est, haletant. Tu as une écriture qui est, on peut pas s'arrêter en fait. C'est ah! c'est assez haletant et là, on retient notre souffle quoi, c'est assez fort. C'est un moment, non seulement que je n'oublierai jamais, mais qui me nourrit encore maintenant. Mmh. En fait, j'ai su par la suite, donc je l'ai pas su au moment même, mais que c'est ça en fait, l'unicité et l'amour universel et inconditionnel. Il m'en a été donné un fragment à ce moment-là. Au moment où cette rose me caresse la joue toute seule, c'est ça en fait.
Et c'est un sentiment, j'ai énormément de mal à le décrire en mots que l'on pourrait comprendre, parce que c'est juste un truc, enfin, inhumain à imaginer. C'est grandiose, quoi. C'est d'un apaisement, c'est d'une sérénité, c'est d'un amour, d'un non-jugement. C'est l'absolu, en fait. Rien que d'en reparler, j'ai des frissons de nouveau partout parce que c'était un moment magique, vraiment magique. Ouais. Mmh. OK. Et le message finalement d'Esteban, sur le pourquoi, ce livre, peut et va aider beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes qui peuvent être en lien avec des personnes concernées. Hem, Quel est-il finalement? Ce qui Alors, donne aussi un sens à ce livre, hein, il y a plusieurs choses, mais c'est surtout l'ouverture des consciences. mmh, c'est L'ouverture de exact. l'esprit et l'appel aux consciences. Il explique et il le répète quand même régulièrement, le pourquoi, c'est-à-dire il parle de la souffrance, comme je le disais tout à l'heure, en disant: «On ne veut pas vous apporter de la souffrance». Il dit que donc avant l'incarnation, on choisit, avant que l'on s'incarne, on s'accorde avec une autre âme. Donc il y a une âme qui a besoin d'expérimenter ce chemin qui est appelé le chemin de l'aller-retour, c'est-à-dire je ne vais pas m'incarner jusqu'au bout ou je vais partir très très vite, mais j'ai besoin d'un corps charnel de mère pour pouvoir le faire. Et donc ces âmes-là font des accords avec d'autres âmes mères, et chacune en fait, c'est une entente qui va apporter un apprentissage à chacune des deux parties. Et il y a diverses raisons. Et donc, c'est en ce sens qu'il dit, la souffrance, elle n'est pas voulue. On comprend et on accepte, mais il faut sortir de ça parce que ça nous annihile complètement. Esteban utilise le mot anesthésier. Notre souffrance nous anesthésie. Et que donc, il faut sortir de là pour voir autre chose, nous poser d'autres questions, voir au-delà et apprendre à sortir de ça. Il explique aussi que il n'y a pas de pardon à avoir. Le seul pardon, ce serait celui que nous devrions, si nous en avons besoin, nous accorder à nous-mêmes. Il y a la notion de jugement aussi, en disant il n'y a personne qui vous juge, puisque c'était une entente, c'était écrit. Il explique que voilà, chaque avortement est écrit. Là aussi, ça m'a fait bugger un petit peu le mental en disant non, non, je suis désolée, n'importe qui peut encore changer d'avis, le libre choix, etc. Enfin bon, Exactement. c'est assez compliqué pour le mental à accepter ça. Enfin, pour ma part, ça l'a été. Euh, mais il dit, voilà, il n'y a pas de jugement. On vous remercie, en fait, parce qu'on sait que c'est compliqué. On sait que c'est difficile. Mais on vous remercie parce qu'on a besoin de vos corps charnels pour pouvoir faire cette expérience et expérimenter cet apprentissage-là. Donc, il y a toutes ces notions-là, la notion d'utilité aussi, en disant, mais vous vous rendez pas compte à quel point vous œuvrez pour l'univers. Et donc, toutes ces réponses-là, euh, à mon sens, sont importantes pour que des femmes qui seraient encore dans la souffrance, la honte, la culpabilité, tous des sentiments négatifs ou qui n'arrivent pas à se détacher des larmes par rapport à un événement vécu, c'est important de leur soumettre ça maintenant. Je ne dis pas que vous allez lire le bouquin et hop, tout est réglé et vous n'avez plus de souffrance. C'est un travail sur soi. Et je pense que ce livre peut être une piste de départ. Ça peut être un outil. C'est vraiment, voilà, lisez le livre, apprenez toutes ces choses de, voilà, il n'y a pas besoin de se pardonner, pardonnez-vous à vous-même. Il n'y a pas de jugement. On vous remercie d'être là, enfin, voilà, que c'était accordé comme ça, qu'il y a une utilité. Ça peut faire un déclic dans l'esprit de certaines personnes pour dire, ah, je vais peut-être apprendre à voir sous un autre angle de vue, à voir autrement. Et c'est ça qui va pouvoir l'apaiser ensuite. Parce que c'est ça le but, en fait. C'est d'apaiser les femmes qui souffrent d'avoir perdu un enfant. Oui, ça c'est, important, de le rappeler, je trouve. Parce que certaines personnes, en entendant ce que tu viens de dire, pourraient se dire: «Mais finalement, c'est un livre qui fait l'apologie, de l'avortement et cetera». Pas du tout. Ah non, Ça pas n'a du rien tout. à voir avec ça. Il faut vraiment prendre, de la hauteur de vue. Mm. C'est juste, comme tu l'as dit tout à l'heure, un livre qui donne un autre éclairage, qu'on peut,
intégrer dans sa réflexion personnelle ou rejeter en toute liberté, mais en aucun cas, voilà, quelque chose qui s'imposerait comme une vérité absolue. Ce que tu as dit toi-même, tout à l'heure. Oui, oui, mais c'est important de le souligner et de le rappeler. Ça n'a rien à voir. L'avortement est juste le point de départ de ma souffrance qui a amené au livre, qui a amené au dialogue avec Esteban et qui a amené aux réponses. Ce qui est vraiment important dans ce livre, c'est ce que Esteban dit, comment ça fonctionne là-haut. C'est ça qui est important. Et effectivement, c'est pas du tout un pour l'avortement, Mmh. ni un contre, c'est pas un Oui, ni un positionnement. contre non plus. Voilà, C'est ce que ouais, j'allais dire, oui. oui, C'est pas ouais, un positionnement, c'est très bien oui, dit, oui. ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, par rapport à finalement, je sais pas, comment tu te sens, aujourd'hui? Le livre est sorti, il est publié, qu'est-ce que ça fait? C'est quand même un livre, comment je pourrais dire? Guérisseur, thérapeutique. Il a été, au-delà de la forme qu'il a aujourd'hui. Voilà, comment ça fait quoi, finalement? Alors bizarrement, j'avais pensé donc quand je l'ai publié et que j'ai commandé mes propres exemplaires et que j'attendais la livraison, j'ai pensé que dès que j'allais recevoir le colis, j'allais être une gamine de 5 ans qui allait sautiller partout en disant: «Ah, je suis trop contente, je suis trop contente» et en fait pas du tout. Mais pas du tout. Heu, il y a un moment qui m'a vraiment marquée, c'est quand j'ai donné donc quand mon manuscrit a été terminé, donc avec le dialogue d'Esteban, je l'ai donné à quelques personnes dans mon entourage pour avoir leur critique. En disant: «Voilà, s'il vous plaît, j'ai pas besoin de crème», même si effectivement l'orgueil et l'ego est toujours là. On aime savoir que ce qu'on a écrit plaît aux gens, fatalement, mais c'était pas le but. J'avais vraiment besoin de dire: «Voilà, là ça m'a ennuyé, là c'était trop long, là j'ai pas compris, là» enfin voilà. D'avoir des critiques constructives pour voir si éventuellement je devais modifier, hem, des passages, voire supprimer, parce que j'ai supprimé beaucoup. J'ai eu beaucoup de critiques constructives de mes amis à qui j'avais passé, justement le manuscrit, que je remercie encore au passage, et à qui je fais un coucou, parce qu'elles m'ont vraiment, éclairée beaucoup sur, sur la finalité du livre tel qu'il est maintenant et en fait, le jour où j'ai été faire mon tour chez tout le monde pour donner à toutes ces amies un exemplaire, de mon livre, ce jour-là, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que je lâchais quelque chose, beh, que je retenais depuis 29 ans. C'est-à-dire qu'en parler à quelques rares amis de temps en temps, c'est une chose, mais écrire comme ça, près de 300 pages, me livrer à ce point-là et le sortir de ma maison et le donner à d'autres personnes, là, j'ai eu du mal et j'ai vraiment j'ai dû travailler sur moi-même pour accepter ça. Et alors, je ne sais pas, est-ce que c'est ce travail-là qui m'a aidée à me dire: «Bon, ben, voilà, le bouquin est là, c'est bien» ou est-ce que tout simplement j'ai pas encore réalisé? C'est possible, je sais pas du tout. Mais j'ai pas, comment dire? Bah, c'est bien, voilà, j en fait, je suis arrivée au bout de mon enfin, de cet objectif de d'écrire le livre. Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est maintenant que le message passe et que ça aide vraiment des personnes Mmh. et j'allais dire, c'est pas une obsession, je me demande quand même, parce que je focalise quand même beaucoup là-dessus, en me disant: «J'espère vraiment que ça va aider des personnes, que ce soit hommes ou femmes, hein». J'espère vraiment que ça apportera d'une manière ou d'une autre, ce sera propre à chacune. Hem, comment? Je ne sais pas. Dans quel sens? Je ne sais pas, mais je suis beaucoup plus attachée au fait que, oui, c'est utile pour quelqu'un que de vraiment dire, enfin voilà, j'ai sorti mon livre, quoi. Ça, à Mmh. la limite, c'est vraiment secondaire. Ouais. Est-ce que tu l'as envoyé à Raphaël, justement? Alors, Raphaël, attends, ce sont des j'ai changé les noms, Ah hein. oui, le jeune homme concerné, Oui, le non, papa d'Esteban. non, OK. non, je ne lui ai pas envoyé parce que, je ne voulais pas interférer. Bon, on n'a plus de contact déjà Oui. depuis plus de 25 ans. Voilà, je sais qu'il est marié, qu'il a des enfants, enfin, mon but, c'était, moi, exorciser mes démons et aider les gens.
en quoi ça aurait été utile d'aller déranger sa vie de famille pour lui rappeler à l'ordre tout ça. Je voyais vraiment pas l'utilité. Et je me suis dit, si jamais ça doit lui venir à un moment donné sous les yeux, ça lui viendra d'une manière ou d'une autre. OK. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a ce questionnement dans le livre, à un moment donné, de comment il est-ce qu'il a comment il a vécu ça? De toutes ces questions que tu te poses. Savoir, mais finalement, après tout ce temps, est-ce que, il a mis ça dans un coin de sa tête? Est-ce que et cetera, machin truc bidule? Donc on aurait pu se poser enfin moi je me suis posé la question, mais, l'a-t-elle fait? Et si oui, qu'est-ce Et que ça aurait pu, engendrer? je me suis posé des questions, oui, Oui. mais, mais je n'en sais rien en fait. Mmh. Je ne sais pas du tout. Hem, Maintenant, il y a un message à un moment donné, Esteban me dit que, lui ne l'a pas vécu de la même manière que moi, Oui, c'est exact, oui. ce qui peut se comprendre, mais, que voilà, ça l'a marqué quand même aussi. Mmh. Oui et que En ça plus ressortira à un moment donné, je crois qu'il me dit oui, ça. quand il en Oui. aura besoin pour son éveil, ça ressortira à ce moment-là. Mmh. Hem, donc voilà, mon but, je suis très prudente à, moi je veux pas lui amener quoi que ce soit de négatif. Mmh. Parce que déjà à l'époque, c'était vraiment mais c'est l'homme parfait, franchement. Alors je sais que ça va paraître bateau, mais c'est vraiment, c'est un homme bien. Et même si je l'ai plus vu depuis 25 ans, je mets ma main au feu, enfin je suis persuadée que c'est toujours un homme bien. J'ai pas envie d'apporter quoi que ce soit de négatif ou de lourd ou de déplacé ou de quoi que ce soit dans sa vie. Il le mérite pas. Et puis c'est du passé. Qu'est-ce que ça lui apporterait? Oui, très juste. Voilà. Mmh. Mmh. Allez, on va prendre quelques questions du chat parce que je suis très curieux, Oui. mais je suis pas tout seul, après tout. Tac, 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 tac. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on a Nathalie, D77 qui nous dit: «Bonsoir Nathalie, j'en suis à la page 127 du livre de Christelle. Comme je connais le son de sa voix, j'ai l'impression qu'elle me lit elle-même son livre et j'entends aussi celle d'Esteban, j'adore». Plutôt cool. Alors j'ai beaucoup aimé le sans publier notre cher, Didier. Marilyn, c'est un excuse-moi l'expression là, je vais utiliser un gros mot, c'est un putain de lapsus, synchronicité. Je ne sais pas à quel point tu viens de faire une synchronicité et un rappel à l'ordre, au passage, en ce qui me concerne. Tac, tac, tac. «Bonsoir Christelle, tu es rayonnante», nous dit Edwige. Ah merci. Mmh, alors, on a Nathalie B qui nous dit: «Pour l'avoir lu, je confirme, ce livre est en mesure d'aider tout le monde». Toutes les personnes, j'imagine, qui vivent quelque chose de difficile dans sa vie. Donc voilà, oui, ça on peut extrapoler, en fait. Il y a Marilyn qui nous dit: «Christelle, perd-on un peu son âme lorsque cela se produit?» Perdre son âme? Non. Un peu, un peu. Ben ou alors on n'a pas enfin ça dépend de la définition, de la notion qu'on met chacun de perdre son âme. Si je dois, interpréter, ce serait, est-ce qu'on perd pas un peu son âme? Dans le sens, est-ce que, y a pas on pourrait prendre un concept de chamanisme, du fragment d'âme, des fragments d'âme. Est-ce que notre âme se morcelle pas un petit peu? Et cetera? À mon sens, non. C'est, l'esprit qui va nous embuer, qui va nous engluer, qui va nous mettre dans des énergies basses avec la honte, la culpabilité, les larmes, la souffrance, et cetera. Oui, donc ça implique quelque chose, oui, mais pas l'âme. L'âme, elle est toujours là. L'âme, en plus, elle savait dès le départ ce qu'elle allait vivre. Donc, là, dans mon ressenti, parce que j'en profite pour poser la question à Esteban en même temps, c'est non, c'est pas l'âme. Oui, on perd une partie, mais c'est plus dans l'esprit physique, dans le mental, dans notre vue, en fait. Là, on me montre un bandeau. Donc, tu vois, on va s'aveugler parce qu'on ne voit plus que notre propre souffrance. Et ça amène des réactions, enfin des larmes, on se renferme sur soi-même. Donc oui, on peut perdre un côté social, une jovialité, une innocence, on peut perdre un tas de choses, mais pas une partie de son âme.
Ensuite, on a Angélique Coccinelle qui nous dit: «Bonsoir les amis, j'ai pleuré en lisant ce bouquin, mais j'ai compris des tas de choses sur moi et bien plus. Ce livre m'a énormément parlé. Merci à Christelle et à toi Didier, vous êtes des anges». Merci Angélique. Je présente mes excuses à toutes les personnes qui pleurent en lisant ce livre. J'ai reçu déjà pas mal de témoignages qui effectivement me disent que voilà, ils ont beaucoup pleuré. Je vous présente mes excuses quelque part pour ça, mais d'un autre côté, il y a tellement de bien après que c'est peut-être pas plus mal. Et moi, j'invite tout le monde vraiment à laisser sortir. Ne retenez pas, si à un moment donné ça sort, allez-y quoi. Il faut que ça sorte. Si on ne sort pas les larmes de son corps, ça va se transformer en d'autres choses nocives pour nous dans le corps. Donc, sortez-les ces larmes, ouais. Pour un moment donné, voilà, nettoyer, calmer, apaiser et retrouver la joie, puisque Stéban en parle beaucoup. Mais ouais. OK. On a une, question d'Edwige qui dit: «Il a quel âge Esteban?» entre guillemets. «Il te parle comme un jeune adulte ou plus?» Et non, il me parle comme un sage en fait. Oui. C'est pas une question d'âge évidemment. On est en 2019, bah, donc ça va faire 30 ans cette année. Mais c'est pas une question d'âge. C'est-à-dire on a déjà eu des vies antérieures, Esteban et moi. Dans cette vie-ci, si je n'avais pas avorté, il aurait bientôt 30 ans. Mais ça, c'est une réponse pour le mental qui a besoin de logique. Mmh. Oui. Ça a plus de sens évidemment, Mmh. en dehors du plan physique. Ouais. On comment dire? La notion de sage, enfin, ça retransparaît énormément. On voit bien qu'il y a une grande, un grand niveau de conscience chez Esteban. Mmh. Hem, il est vraiment distancié, je sais pas comment expliquer ce que j'essaie d'expliquer là, quand il parle des êtres humains incarnés, il parle de terriens et il se distingue bien. Oui. Enfin, il y a on sent qu'il y a de la lumière quoi, hein. Il y a de la conscience, il y a de voilà. C'est très, voilà. Bon, moi je sais pas comment dire, mais Oui, voilà. et puis il mâche pas ses mots, hein, parce que parfois on se prend Oui, quelques claques quand même, hein, dans la oui, figure. Je veux dire, il enseigne, il m'apprend énormément, mais quand même de temps en temps, je me reçois des petites claques, hein. Mais ça fait du bien parce que c'est ça qui fait avancer. Je veux dire, mmh, il est pas, il y a toujours de la bienveillance et de l'amour, mais il va droit au but, quoi. Quand il faut dire les choses en face, ben, il les dit. mmh. OK, on a Nathalie, D77 qui nous dit: Ce désespoir, pardon, que tu as pu ressentir, c'est celui que j'ai ressenti aussi lors de mon interruption médicale de grossesse. Ça va un peu mieux maintenant et cela ira encore mieux à la fin de ton livre». Je te le souhaite, Nathalie, oui. Ouais. Il y a Gaby Chris qui nous dit qu'elle est passée en attendant l'émission, voir, Sylvain Didlot, pendant 5-10 minutes avant. J'imagine qu'on a une émission en même temps, je sais pas? Parce que j'ai pas Je sûr ne de sais pas, je pense qu'il en avait une hier. OK, bon, c'est peut-être un replay. Mmh. Nathalie, la deuxième Nathalie nous dit: «J'ai vécu une interruption de grossesse que j'ai choisie en conscience. Je n'ai jamais regretté, car c'était le meilleur choix à ce moment de ma vie. Et le livre de Christelle m'a apporté encore une autre vision qui m'a fait du bien». Ça, c'est parfait. C'est parfait et c'est bon comme témoignage parce que ça, c'est l'idéal. C'est de pouvoir vivre ce genre d'événement sans s'alourdir dans des émotions négatives. Donc, en l'acceptant et en pouvant continuer de vivre ce qu'on a à vivre. Donc, sans rester dans la lourdeur de la honte, la culpabilité, quand on se renferme sur soi, etc. C'est c'est une chose qui est peut-être intéressante à dire aussi. Il ne faut pas non plus culpabiliser si jamais on rencontre des personnes qui vivent mal un avortement ou une interruption de grossesse médicale ou volontaire, peu importe, et se dire ah ben tiens moi je ressens pas ça, c'est pas normal. Il faut pas rentrer dans ce genre de comparaison là. C'est bien, c'est bien parce que Esteban le dit, euh, vivez dans la joie.
quand tu parles à un moment donné de la mort en disant mais vous pleurez vos morts, mais en fait c'est la disparition des corps charnels, mais on est toujours là. Et là je lui réponds, je dis attends, on va quand même pas commencer à chanter et à danser quoi, quand on vit un Oui. tel événement. Et il répond, il dit vous n'allez pas chanter et danser d'avoir avorté, mais vous pouvez chanter et danser malgré le fait d'avoir avorté. Donc il y a vraiment une nuance importante en disant vous n'êtes pas obligé de tomber directement dans ces jugements, la culpabilité, etc. Vous pouvez bien le vivre. Vous pouvez continuer à danser, chanter. C'est même encore mieux. Il parle beaucoup de joie en disant retrouvez-la. C'est l'essentiel de la vie. Mmh. C'est vrai que quand tu entends ça, c'est hyper frontal avec, bah, enfin, les environnements culturels, sociétals dans lesquels, on peut évoluer concernant ce sujet-là. Où, voilà, on dit que c'est quelque chose de grave, Mhm. c'est porter atteinte à la volonté du créateur, je vais faire court et simple. Ouais. Et donc, danser, chanter pour ça, voilà, c'est remuant quand même, hein. C'est heurtant d'avoir ce point de vue, face à un sujet comme celui-là. Et en fait, même si moi en tant qu'homme évidemment je suis pas directement concerné, mais bah, finalement ce qu'on pourrait dire pour des personnes décédées, que ce soit des enfants ou pas. Heu, le L'idée de prendre du recul, la distance, c'est juste un changement de plan, c'est juste une transition. Oui, on pleure la perte, on pleure l'absence, mais on pleure pas l'absence de la personne puisque la personne, elle est toujours là finalement, d'une certaine manière. Oui, oui, tout à fait. Et moi-même au début, hein, je disais j'ai tué une vie, moi. Et c'est Mmh. pour ça que je m'en voulais. J'ai tué une vie pour qui je suis, pour avoir fait ça. Et là, Esteban donne les réponses en disant non. Maintenant, il dit également, ne sacrifiez pas ces vies, hein. C'est pas parce que les avortements ou les fausses couches, etc., sont prévus ou que c'est écrit, ça devait être comme ça, c'est pas pour ça que, ok, il faut y aller, on s'inquiète pas, il faut respecter ces vies-là. Donc il y a vraiment le juste équilibre à trouver. Mais c'est vrai que moi-même, j'étais dans ces croyances-là. Il faut respecter la vie, on ne peut pas, enfin, c'est pas bien. J'étais dans ces croyances-là pendant Oui, longtemps. Oui, oui. ouais, enfin, on peut dire que j'y suis encore, à titre personnel, Mhm, que bon, j'ai terminé le livre il y a pas très longtemps, hein, hier pour être mhm. précis, ou avant-hier, je sais plus. Hem, oui, ça interpelle. Moi, je sais pas trop comment dire autrement, ça questionne et ça interpelle. Mais c'est amené tellement avec amour, avec sagesse, que moi, je me suis pas senti heurté, bousculé sur mes croyances. Mhm. Je me suis juste, senti: «Tiens, mais réfléchissons à ça, hein. Remettons en question, ne serait-ce que dans une réflexion, ce positionnement, que j'ai appris et réappris, et encore réappris», voilà. C'est le but justement, hein, parce qu'à un moment donné, Esteban dit d'avoir nos croyances, de choisir nos croyances. Et à un moment donné, il dit oser les mettre en doute. Donc nos croyances, tout ce en quoi on croit, mais qui ont été inculquées, que ce soit par les parents, l'école, l'éducation, enfin un tas de choses, on les remet pas en doute. Et il le dit, osez mettre en doute, et puis après, choisissez les croyances auxquelles vous voulez adhérer. C'est ça. Donc c'est ça qui est bien, c'est que oui, ce livre appelle à l'ouverture des consciences. Vous en faites chacun et chacune ce que vous voulez. Vous le prenez chacun et chacune comme vous voulez. Et c'est ça, je trouve, qui est important. Mmh. Dans le respect de tous et de chacun. Oui. C'est parfait. Mmh. Hem, donc Marilyn précisait un morceau de nous-mêmes effectivement, par rapport à la question de l'âme. Mmh. Hem, Katia qui nous dit: «Bonsoir, par rapport à vos propos, en effet, je me suis dit que j'avais perdu une partie de moi, qu'une partie de moi était partie avec l'être ailé que j'ai perdu». Oui, je comprends ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. C'est ce qui se passe. Hem, Quand on a un tel événement et qui nous assomme, hem, qu'on perd quelqu'un, alors à nouveau, fausse couche, interruption de grossesse médicale volontaire, un enfant mort-né ou même un enfant plus grand, hem, que l'on perd, oui, c'est une partie de nous-mêmes. Je veux dire, c'est quand même à la base, ce sont des cellules et un fœtus qui proviennent de nos propres cellules.
qui viennent de nos entrailles. Donc oui, on perd quelque chose, entre guillemets. Enfin, je comprends qu'on a ce sentiment, cette sensation de perdre quelque chose, mais on peut le retrouver. Mais pour le retrouver, il faut ne pas s'aveugler dans notre souffrance. En fait, moi, c'est ça que j'ai appris, c'est qu'il faut sortir de la souffrance. Esteban appelle ça un cœur allégé. Un cœur allégé, c'est le cœur donc d'un des parents, le père ou la mère, qui peut accepter ce qui est arrivé avec un détachement. Alors quand je dis détachement émotionnel, c'est pas de dire je m'en fous, hein, pas du tout. C'est juste de dire je ne suis pas dans les tonnes de larmes, de souffrance, de culpabilité, de honte, etc. J'accepte ça et je poursuis ma route. Et ça n'empêche pas de continuer à penser à l'enfant ou à l'être cher, à lui parler, mais en tout cas de ne pas rester dans des émotions négatives. Mmh. OK. Josiane qui nous dit: «Oh Christelle, j'ai déjà pleuré en écoutant l'extrait, alors si je le lis, le livre, point de suspension, avec des émoticônes, bouche et yeux en cœur». Oui, prépare les mouchoirs, Josiane. Mais ça va aller. En fait, il faut savoir qu'on prépare les mouchoirs, mais après ça, on est beaucoup plus allégé, hein. Ça aide, vraiment. Enfin, ça dépend de chacun, je vais pas aller trop vite, mais mmh. Mmh. Hem Edwige qui nous dit: «Certains canalisent des enfants, parlant avec sagesse aussi certes, d'où ma question. Merci pour ta réponse en tout cas». Belle lucidité, merci Christelle pour cet apaisement. Alors on a Ping-Pong qui nous dit: «Mais est-ce qu'un embryon a une conscience? Ira-t-il au paradis ou en enfer? Tant de questions se posent». Oui, Alors, tant de questions se posent et là déjà, ça dépend des croyances, parce que le paradis ou l'enfer. Alors, je me suis posé la même question, hein, en me disant, bon, lui, il va au paradis, hein, je l'ai tué, il n'a pas demandé à venir et je l'ai tué, donc lui, il ira au paradis. Moi, pendant des années, je me suis dit, je vais aller en enfer. Je ne sais pas si vous voyez le film Ghost. À un moment donné, quand le méchant s'en va, il y a plein d'ombres noires comme ça qui arrivent. mmh, J'ai vu ce film au cinéma, donc écran géant. Je me suis effondrée en larmes et en sanglots parce que ça m'a pris. Je m'y attendais pas, évidemment. Et en fait, quand j'ai vu ces ombres arriver, je me suis dit: «C'est ça que je vais vivre». Mais voilà, à nouveau, maintenant, c'est une croyance. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec ce que j'ai appris, avec ma communication avec Esteban, je sais qu'il y a rien de tout ça. L'enfer, déjà, on se le crée. Alors là, on parle de croyance. Je vais parler de ma croyance personnelle, hem, qui est que, bah, l'enfer, on est en train de le vivre ici, hein, sur terre. Et l'enfer, l'idée que l'humain se fait de l'enfer, ce sont les humains et plus particulièrement la religion qui l'a créé pour mieux dominer le peuple. Point. J'insiste, c'est ma croyance personnelle. Je ne juge pas ou je porte pas d'a priori ou voilà. Chacun peut avoir sa croyance. Mais si une personne se pose la question paradis ou enfer, je vous invite vraiment à aller creuser. Voilà, creuser un peu plus vos recherches et surtout ce qui vibre en vous. Est-ce que vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un enfer et un paradis parce qu'on vous l'a dit, parce que vous avez été au catéchisme, parce que vous provenez d'une famille religieuse, ou parce que c'est votre conviction profonde? Si c'est la vôtre, parce que si c'est pas la vôtre, remettez-la en question en disant: «Bon, en quoi est-ce que moi je crois?» Mais si c'est la vôtre, continuez, posez des questions à l'univers, demandez-leur, voilà, faites-moi des signes pour montrer que. Hem Mais il faut bien savoir qu'il y a beaucoup de croyances totalement subjectives et quand on s'enferme dans ce genre de questions, on s'enferme dans nos croyances et donc l'idéal serait de nous poser une question qui soit en dehors de ce point de vue-là. De se dire: «Tiens, je vais pour un instant trouver une question comme si je ne pensais pas ça». Par exemple, voilà, je crois en enfer et au paradis. Imaginons que je n'y crois pas. Qu'est-ce que je me dirais? Et est-ce que ça me conviendrait cette vision-là? Et c'est comme ça qu'on avance dans notre questionnement, dans notre introspection. Et c'est comme ça qu'on arrive à déjouer nos propres croyances, à les remettre en question et à se dire: «Oui, bah, cette croyance-là, je la garde. Elle me convient, elle me va bien. Par contre, celle-là, je la garde pas».
c'est très, très subjectif. Mmh. Après croyance, dans l'enfer et le paradis, attention, hein, on a quand même des bases, enfin tout le domaine de l'histoire des religions, nous explique notamment quand ces concepts arrivent dans la foi chrétienne, au sens large, pourquoi. Et donc ce sont pas du tout des croyances, ce sont des faits. L'Église, à un moment donné, pour asseoir sa domination, sur les peuples, a inventé un certain nombre de concepts, hem, dont celui de l'enfer, et tout ce qui s'en est suivi, notamment, quelques temps plus tard sur le concept d'indulgence, donc d'acheter sa place au paradis, et cetera. On voyait bien que, quel était l'objectif. Donc, l'histoire des religions, là, peut donner, quand même un éclairage qui n'est plus celui de croyances personnelles, mais de faits scientifiques, historiques en l'occurrence, hein, Mmh. au passage. Tout à fait. Hem, Soul Healer nous dit: «Hello Christelle et Didier, perso, je n'ai pas vécu d'interruption de grossesse. Le livre de Christelle m'a apporté beaucoup d'apprentissage. Les paroles d'Esteban sont sages. Elles apportent un autre éclairage et nous apprennent à vivre sans la culpabilité judéo-chrétienne dans laquelle nous avons été élevés. Merci pour l'ouverture.» Merci Soul Healer, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il y a pas besoin d'avoir vécu un événement similaire que pour entendre les messages d'Esteban et s'ouvrir à autre chose. Donc merci de ton témoignage. Angélique, Coccinelle qui nous pose la question suivante: «J'ai lu quelque part que l'âme n'incorporait le corps qu'à 5 mois de grossesse. Est-ce vrai? L'âme est-elle à côté du corps avant son incarnation?» j'imagine, oui. Alors, dans le livre, j'ai retranscrit mon rendez-vous que j'ai eu avec Sylvain Didlot, qui a canalisé Esteban et dans cette canalisation est venue cette réponse. À partir de 1 mois et demi, l'âme s'incarne. Donc, il faut qu'une femme soit enceinte de minimum 1 mois et demi pour que l'âme de l'enfant fasse déjà des allers-retours. Alors, il ne reste pas, évidemment, parce qu'il ne peut pas rester dans un embryon ou dans un corps, dans à cet pardon, dans cet état avancé sans être né. Donc, il fait des allers-retours pour venir prendre l'ambiance, en fait. Et la première fois qu'il vient s'incarner dans le ventre de la mère, il n'a pas encore choisi s'il allait être une fille ou un garçon. C'est après, quand il vient d'abord un peu goûter cette énergie de la mère, du père, de la famille, voilà, cette énergie terrestre, que là, il décide. Et donc, à partir de 1 mois et demi, il y a déjà des allers-retours. Mmh. J'ai en mémoire le livre de, Daniel Meroy et Anne Givaudan qui s'appelle Les 9 Les femmes, marches. oui, les 9 marches, oui. Les 9 Ouais. marches, hein. Alors je sais plus les délais par contre, 1 mois et demi, 5 mois, enfin je sais plus ça, Mmh. mais qui, décrit bien quand même, déjà l'âme qui est là, qui prend connaissance du papa, de la maman, futur papa, future maman, qui Oui. l'entoure et cetera, qui commence à l'aimer et cetera, voilà donc ça peut être aussi d'un éclairage, d'un Oui, certain très éclairage. intéressant. C'est un livre vraiment très intéressant parce qu'il explique vraiment bien quelles sont les 9 étapes pour que l'âme puisse s'incarner dans le bébé à venir. Mmh. Mmh. Alors là je comprends la question. Bon. Est-ce que, Esteban est toujours un esprit ou est-ce qu'il s'est réincarné? Je pense qu'on a la réponse depuis le temps. Oui, puis voilà, j'en sais un peu plus, mais là, j'en dirai pas plus aujourd'hui, publiquement parce que c'est pas nécessaire, pour le livre. OK. Bien, si vous avez, d'autres questions, n'hésitez pas, si j'en ai oublié, heu, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut rajouter, nous? Tellement de choses. Je vous lis le bouquin? Ça va être un peu Non. long. Oui, je pense, oui. Oui. Oui, surtout que je l'ai déjà lu, une fois à haute voix, pour pouvoir, hein, quand Esteban devait me répondre et franchement, c'était un peu lourd, hein, à la longue. Ouais, moi je me rappelle quand j'ai publié le mien, Mmh. j'avais tellement peur qu'il y ait une faute d'orthographe et que je sois l'être le plus ridicule de la terre que j'ai lu le livre, mais
à différents moments de la journée. J'ai dû le dire 15 fois, mais Ouais. une fois fini, hein, ou 20 Mais fois on voit avant d'appuyer plus. sur le bouton envoyer à la publication. Oui, mais on le voit plus. Moi, j'ai fait la même chose, à la toute fin avant de le publier. J'avais tellement peur d'oublier, de ne pas voir et cetera. Je l'ai relu, mais une vingtaine de fois, j'en pouvais plus. C'était trop, Oui, oui, c'était trop, ouais. c'est clair et net. Mmh. Il y a un passage, qui m'a interpellé par rapport à, une amie, Mmh heu, mh. donc je ne sais pas si elle regarde l'émission ce soir, mais du coup, ça peut peut-être, être interpellant, pour elle aussi. Il y a une toute petite partie où on évoque, donc sommairement, mais il y a quand même une réponse d'Esteban sur ce sujet, liée d'une femme qui a avorté et qui, quand elle, se s'emprête à avoir un enfant, n'arrive pas à en avoir. Mmh. Heu, on peut le mental plutôt, je vais dire ça comme ça, peut nous inviter à, penser que c'est une punition divine. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Pas du Qu'est-ce que tout. tu peux rajouter par rapport à ça? Alors, ce que Esteban m'a déjà expliqué, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des ententes. Comme je disais tout à l'heure, il y a des ententes, voilà, pour les avortements, les pertes d'enfants, même les rapts d'enfants, puisqu'il en parle à la fin du livre. Oui, Mais il dit également, il n'y a pas de lien de cause à effet entre un événement où on a perdu un enfant et la suite, que l'on soit capable d'enfanter ou pas. Donc, si voilà, on a un avortement et que par la suite, ben, on est devenu stérile, c'est pas un lien de cause à effet. En tout cas, ça peut l'être médicalement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, à un moment donné, une raison médicale technique qui explique que, bah, techniquement, la femme ne sait plus recevoir dans son utérus un enfant. Mais ça aussi, c'était prévu comme ça. Et donc, fatalement, notre mental humain, avec notre logique, se dit, je suis puni. C'est ma punition pour avoir fait ça. Puisque je n'ai pas accepté une vie, ben, je ne peux pas en avoir après. Mais c'est faux. Ça, c'est de l'autoflagellation. Et l'être humain est comme ça, c'est qu'il va directement voir la notion de punition. Et de se dire, je n'aurais pas dû, ou j'aurais dû faire autrement, c'est ma faute, et donc je suis puni. Mais c'est absolument pas, il est absolument pas question de punition. C'est juste que c'était prévu comme ça. Euh, pour vous donner une idée, enfin un exemple, à un moment donné, Esteban m'envoie une image et je l'ai retranscrit dans le livre. Il y a une femme en fait, donc qui s'apprête à s'incarner, mais qui ne veut pas être mère, peu importe les raisons. Et donc, quand elle est en discussion avec ses guides, qui doivent valider, entre guillemets, son incarnation avec ses projets de vie, etc., le guide lui demande, est-ce que tu es prête à vivre l'avortement pour que nous puissions accéder à ta demande, c'est-à-dire ta demande de ne pas être mère. Et Esteban, dans le livre, dit, vous, dans vos esprits humains, vous verrez ça comme du chantage. Alors qu'il n'en est rien, c'est juste une question d'organisation. Nous, on doit essayer d'équilibrer pour tout le monde. Il y a plein d'âmes qui ont besoin de vivre ce chemin de l'aller-retour et donc qui ont besoin de corps charnels pour pouvoir faire cette expérience. Et donc, on essaye de trouver l'équilibre. Donc, si une âme nous demande, tiens, voilà, je vais m'incarner, je ne veux pas être mère dans cette vie-ci, on va lui dire, OK, est-ce que tu peux servir l'universel en acceptant, par exemple, un avortement ou une fausse couche euh, Et ça, c'est une entente d'âme. Maintenant, c'est difficile à entendre pour le mental, parce qu'on réfléchit avec notre esprit, mais on oublie ça. Il faut toujours bien se rappeler qu'au niveau de l'âme, c'est tellement plus élevé. Il y a la globalité, on voit vraiment le tout comme nous, on ne peut même pas l'imaginer, comme on ne peut même pas le concevoir. Et donc, il y a des ententes qui se font comme ça aussi. Et donc, elle va vivre un événement, avortement, fausse couche, perte d'un enfant, parce que c'était le deal, en fait. C'était le marché. Et qu'ensuite, elle n'est plus mère. Maintenant, pour peu qu'en tant que mère, dans sa conscience d'être humain, d'âme incarnée, elle ait oublié évidemment cette entente, elle peut aussi vivre dans la souffrance en se disant, je le paye. Je voudrais avoir un enfant et en fait, je ne peux pas. Et tout simplement parce qu'elle a oublié que, en tant qu'âme, elle a demandé à ne pas être mère. Donc là aussi, ça demande vraiment un effort de sortir de notre angle de vue, de notre logique mentale.
Si on est toujours dans la logique mentale, on aura vraiment du mal à comprendre comment ça fonctionne en fait. Parce que c'est pas une logique qui peut tout expliquer de la manière dont ça se passe. Mmh. Mmh. OK. Dans la continuité de ce que tu viens de dire, on a un témoignage donc de Triskel, qui nous dit donc: «Un enfant qui est parti jeune, 9 mois pour ma fille, suit-il de près, si on peut parler ainsi, la progression de sa famille terrestre ou les liens sont-ils distendus vu le peu de temps partagé?» Je sais pas si je dois répéter? Oui, non, non, j'ai très bien compris. Alors le temps n'a rien à voir, hein. Déjà la notion de temps, c'est uniquement pour nous. Donc déjà cette notion de temps, n'a aucun impact, n'a aucune influence. Toute âme qui n'est pas née ou qui est née et partie très rapidement, elle ne peut faire ce chemin de l'aller-retour qu'à condition de rester en contact avec sa famille. Esteban le dit à la fin du livre en disant: «Une femme qui aurait avorté 10 fois, elle aurait 10 anges dans son berger, 10 guides en plus». Alors on a tous plusieurs guides, mais chaque âme que l'on a eue en nos entrailles, mais que l'on n'a plus incarnée à nos côtés, est un de nos guides, par définition, tous, sans exception, absolument tous. Donc, Mmh. Nathalie nous pose la question suivante: «Christelle, peux-tu me dire pourquoi j'ai eu à vivre 3 fausses couches spontanées, dont une gémellaire, et aussi une interruption médicale de grossesse? Alors pourquoi j'ai quand même 4 garçons en bonne santé?» Parce que ton âme se l'est accordée avant incarnation. Je sais que ça peut être, compliqué ou pas suffisant comme raison pour le mental, mais c'est ce qui se passe. Chaque fausse couche, chaque avortement, chaque perte d'enfant, y compris les morts subites de nourrissons, les rapts d'enfants, et cetera, chaque événement de ce genre est écrit, est prévu et est accordé entre les enfin, quand je dis les 2 âmes, c'est même les 3, c'est le père, la mère et l'enfant. Donc les 3 âmes, elles se sont accordées. S'il n'y a pas eu d'entente au niveau de l'âme avant incarnation, ça ne se passerait pas. Maintenant, voilà, tu as 4 garçons en bonne santé, c'est super parce que, voilà, ça aurait pu être pire peut-être, hein, pour toi Nathalie, si tu avais eu 3 fausses couches et une IMG et qu'à la fin tu aies du mal finalement, à avoir, peut-être que tu n'aurais pas eu d'enfant ou seulement un, ça aurait pu être plus lourd. Plus lourd Mais pour le voi mental, pas pour l'âme. Pour le mental, oui, Oui, oui. Mmh. tout à fait, oui, oui. Mais voilà, parce que c'était, une entente comme ça. Tu as marqué ton accord, même si tu l'oublies, dans la condition humaine, dans laquelle on est. Mais c'était prévu comme ça. Maintenant, il faut bien se dire, il faut jamais oublier non plus l'utilité. Esteban en parle beaucoup en disant: «Vous n'imaginez pas ce que vous accomplissez pour nous, pour ces âmes qui ont besoin de corps charnels». Ils feraient comment, ces âmes qui font le choix de l'aller-retour, où c'est accordé par leur guide? Tout ce qui manque, c'est un corps charnel pour pouvoir le faire. S'il n'y avait pas ces âmes-là qui leur dit: «OK, je suis d'accord», ah ben, elles seraient bien embêtées parce qu'elles ne sauraient pas le faire. Donc il y a vraiment, comment je vais dire? Un message important à accepter sans pour autant sacrifier la vie, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas commencer à faire l'apologie de l'avortement en disant, «Allez-y, c'est bon», pas du tout. Chaque vie est vraiment à consacrer et à valoriser. Mais voilà, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a cette utilité. Vous aidez en fait, vous acceptez une souffrance terrestre pour qu'une âme puisse ascensionner, qu'elle puisse faire son chemin. Parce qu'une âme qui peut faire ce chemin de l'aller-retour, elle grandit après, elle a un autre chemin. Pour parler d'une manière un peu plus concrète, Esteban, par exemple, lui avait choisi le chemin d'être un professeur. Donc là-haut, il prépare les âmes à l'incarnation. Mais l'incarnation de ce chemin de l'aller-retour. Donc Esteban prépare les âmes, il explique comment ça se passe, ce à quoi il faut faire attention, etc. Enfin, attention, c'est pas ce mot-là, mais voilà, il prépare les âmes en disant voilà ce que vous allez vivre.
Et ils savent dès le départ que comment ça va se passer et que ça va pas être une gaieté de joie non plus, hein. Mais pour pouvoir être professeur, il devait d'abord pratiquer ce chemin d'aller-retour. Il le dit, enseigner sans avoir pratiqué n'est pas une bonne chose. Donc il a dû lui-même faire ce chemin d'aller-retour plusieurs fois, avec plusieurs mères différentes, mais le cœur de la mère devait être allégé. Donc le cœur des mamans qu'il avait choisies devait, avant leur mort physique, s'être délivré de la souffrance d'avoir avorté. Et Esteban le dit clairement, il me dit, tu m'as donné du fil à retordre. Il me le dit à moi. Quand je lui Ah demande, oui. je sais, est-ce qu'il y a un genre de mère qui est peut-être plus facile pour t'aider toi? Sa réponse du tac au tac, c'est pas toi en tout cas. Et c'est vrai, moi j'ai pleuré pendant 26 ans. Donc, mais voilà. Donc, pour répondre donc, dans la continuité de la question de Nathalie, ces âmes qui viennent à nous pour ce chemin d'aller-retour, il y a un but après. C'est parce qu'elles ont choisi un chemin après. Et donc, à nouveau, bah, sans vous, sans les corps charnels, bah, ces âmes ne sauraient pas faire ce chemin-là. Ok. On a une question d'Angélique qui est intéressante, a priori. Mm. Est-ce que vous nous préparez un second livre, toi et moi? Oh, je pense l'idée que tu vas publier le tien bien plus vite. Ouais. Il faudrait déjà qu'il soit écrit, mais j'y travaille. Mm. Mais voilà, au moins tu y travailles. Moi, j'en ai pas d'autres pour l'instant. On m'a déjà prévenu qu'il y en aurait un deuxième, mais voilà, c'est pas du tout à l'ordre du jour pour ma part pour l'instant. Très bien. Tu as ta réponse, Angélique. Voilà. Alors, on a une intervention de Soul Healer qui est très, très, très intéressante, je trouve. Merci beaucoup. Pouvez-vous prendre le livre, ma chère Christelle, en Oui. main, l'ouvrir au Mhm. hasard pour Ouais. partager ici et maintenant le message universel à partager? Lire les mots là où votre regard se pose, merci. C'est vraiment une chouette idée. J'adore l'idée. Alors, On va te laisser faire, je voudrais tomber quand même sur un passage d'Esteban, parce que tomber sur un tant qu'à passage où faire. j'explique un truc de ma vie, c'est pas la. Je tombe toujours sur un truc de moi. Attends. Alors, regardez la vie en face, ne faiblissez pas sous le poids de vos émotions, cherchez en vous-même, au plus profond de vous-même, les émois qui vous raviveront, car ils sont là. Ils sont bel et bien présents, mais si vous ne les cherchez pas, vous ne les trouverez pas. Voilà. Interesting. Oui. Soul Healer. Chouette Ouais. idée, merci, c'était sympa. Ah ouais, j'adore. Merci Mm. beaucoup encore une fois. Nathalie, c'est une autre Nathalie, de mémoire. À propos des fausses couches, j'ai lu que si un enfant arrive juste après, ce qui est mon cas, 2 fausses couches avant mon fils, donc juste après 2 fausses couches, il s'agit de la même âme. Est-ce le cas? Alors ça, c'est une excellente question parce que c'est tout à fait le système de croyance, alors pas forcément dans 100 des cas, mais ce que je disais beaucoup à certaines personnes que je pouvais rencontrer qui étaient en difficulté par rapport à ça, c'est que sans dire que c'était effectivement le cas, évidemment, non, voilà, mais que très fréquemment, face à une situation comme celle-ci, l'âme prend la grossesse suivante, le corps suivant. Est-ce que pour toi, ça te semble juste? Alors, ça peut, mais c'est pas d'office le cas. Oui. Ça peut arriver très souvent et peu importe les raisons, mais c'est pas d'office. Disons que ce n'est pas une vérité absolue et je pense qu'il ne faudrait pas dire c'est d'office la même âme que précédemment. Hmm, Mais effectivement, ça peut l'être. ok. Alors Christelle nous dit entièrement d'accord avec Esteban. Waouh, incroyable, c'est fou. 4 fausses couches et une IVG pour moi. Votre livre va être magique. Merci à vous deux. Postscriptum, ton tableau est chouette. Lol, gros bisous. Le Ça doit être le mien. tableau, Oui, ton non, tableau derrière, oui. 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 C'est une artiste qui s'appelle Nadia de Croc. Si vous voulez voir son travail,
Vous tapez Nadia, plus loin De Croc, D-E-C-R-O-K, je crois que je dis pas de bêtises, et vous trouverez voilà, son site et ses tableaux qui sont effectivement assez bluffants, puisque toutes les personnes qui viennent chez moi ont l'impression que c'est une Photo. photographie et pas du tout. Quand on C'est se ce que je rapproche, on voit bien que croyais. c'est une peinture. C'est ce que je croyais aussi, que c'était une photo. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Normalement, ça aurait dû. Ce qu'elle m'avait offert au début, c'était Dwayne Johnson. Vous imaginez, moi, avec une peinture de Dwayne Johnson. Mais pourquoi pas, hein, finalement? Ouais, mais bon, Écoute, The chacun ses Rock, goûts. j'aime beaucoup ses films, mais bon, hein, de là à Ouais. avoir peinture de monsieur dans Oui. mon salon, je suis pas fan à ce point-là. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà pour l'artiste. J'en profite, petite parenthèse, pour dire que moi, j'ai un certain stock de livres à la maison. Si jamais certaines personnes sont intéressées, elles peuvent prendre contact et je peux l'envoyer par courrier postal. J'ai eu pas mal voilà, de petits messages de personnes qui n'étaient pas du tout d'accord de commander par Amazon, ce que je peux tout à fait concevoir parce que voilà, chacun est libre. Mais voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec moi. J'en ai à la maison et je les envoie par la poste. Parenthèse fermée. Voilà. Ok. Et comment on prend ton contact avec toi? Alors, il y a ma page Facebook, donc qui s'appelle Christelle Claire à la découverte de soi. Il y a Avec mon un site Y? avec un Y, deux L-E. Mon site internet, christelle-claire.com. Et sinon, mon adresse mail qui est Christelle, donc avec Y, deux L-E, point Claire, comme le prénom, point 88 @gmail.com. Tu as déjà le vote d'Edwige qui te dit qu'elle te contactera pour ton livre. Avec plaisir, Edwige. On a une question qui est, je trouve, tout aussi intéressante. Comment entrer en communication avec l'âme d'un enfant dont on a avorté? C'est qui? Jackie, Jackie, d'accord, que tu connais visiblement. c'est ma maman. Ah oui, d'accord. Un petit coucou à ma maman et à ma tante Béatrice. Et un petit coucou à mon papa et ma belle-maman Paulette qui me regarde aussi. Voilà, comme ça, j'ai fait Do coucou à tout le monde. donc donc je me permets d'intervenir. Oui, Dans le livre, on ne sait pas à un moment donné si elle est au courant. Parce que donc là, en fait, elle est au courant. oui, oui, depuis longtemps déjà. Depuis Mais oui, OK. effectivement. Alors, maman, on va répondre à la question par la suite. Mais effectivement, ma maman n'a pas été au courant pendant longtemps. Oui. Parce que voilà, ma belle-mère de l'époque en avait décidé ainsi et que moi, j'ai aveuglément suivi. Et donc, je n'ai rien dit à ma maman et elle a appris mon avortement plus de 10 ans après, je crois. Mmh. Donc, D'accord. ça lui a fait un gros, gros choc. Ça a été compliqué. Mais oui, donc, elle l'a appris beaucoup plus tard. Très bien. Alors, comment entrer en communication avec l'âme d'un enfant dont on a avorté? Je vais reprendre les mots d'Esteban. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas une manière universelle. Cependant, Esteban dit bien que chaque parent qui souhaite entrer en contact avec l'âme d'un enfant qu'il ou elle aurait perdu peut le faire. Et tout le monde ne va pas recevoir une réponse telle que je la décris dans mon livre, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par l'écriture automatique et puis il y a eu l'auditif et puis il y a eu des flashs et puis il y a eu des sensations, enfin voilà, il y a eu toute une évolution. Et Esteban le dit clairement en disant, vous n'êtes pas tous destinés à communiquer avec l'âme de votre enfant de la manière dont il est décrit dans ce livre, mais si vous le souhaitez, demandez-le. Et il explique en fait que là-haut, il capte non seulement ce que l'on dit, ce que l'on pense, mais ce que l'on vibre. Et c'est pour ça, bon là on entre plus dans la loi de l'attraction, mais qu'on peut dire certaines choses et qu'il n'y a rien qui arrive, parce que si intérieurement on ne vibre pas ce que l'on dit, ça coince. Et donc, eux vont entrer en contact d'une manière ou d'une autre, où eux savent ce qui va parler à la personne. Ça peut être au travers de chansons, au travers de rêves, des plumes que l'on voit sur le trottoir, des chiffres. J'ai une de mes amies à qui je fais un petit coucou, qui, elle, c'est les plaques minéralogiques. Elle voit ses initiales, l'initiale de son prénom et de son nom de famille, elle le voit tout le temps sur des plaques minéralogiques. Et voilà, donc on a tous
comment je vais dire, c'est pas nos petits trucs, mais notre propre vibration. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est essayez, et vous voyez ce qui vient à vous. Maintenant, il faut être ouvert. Il faut vraiment sortir de nos schémas, de ne pas prédéfinir comment ça va se passer, comment il va nous répondre. Et Esteban lui dit à un moment donné, notez, prenez note, comment il dit ça? Prenez note de tout ce qui vous paraît anodin, mais qui est cependant étrange. Parce que ça, c'est une réponse de notre part. Et Oui, je me rappelle. par le sensoriel aussi. Il nous dit, vos sens ne sont pas là pour rien. Et ils passent également, donc par exemple, si on a un frisson qui nous parcourt le corps, ou on peut sentir un vent, enfin moi ça m'arrive de temps en temps, où je suis à l'intérieur d'une pièce, la fenêtre est fermée, il n'y a pas de courant d'air et je sens un vent sur mon visage. Ça aussi, c'est un signe. Voilà, c'est très très vague en fait. Vous pouvez faire sur un ressenti de photo, ou juste le ressenti de vos mains. Vous mettez vos 2 mains comme ça, vous faites une prière. Alors à nouveau, les prières, ce sont vos propres mots, hein. Esteban dit bien que la prière est très très importante, mais faites-le avec votre propre mot. Si vous récitez entre guillemets bêtement les mots d'une prière, elle ne vibre pas en vous. Par contre, si vous vous centrez un moment, vous prenez un moment pour vous et vous dites juste tout haut ou dans la tête, peu importe, comme vous parleriez à votre ami qui serait à côté de vous, mais que vous parlez à l'âme de votre enfant, il vous entend, il vous capte et il va vous répondre. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va capter? C'est surtout ça, en fait. Jackie nous dit quand même: «Oui, d'accord avec toi, mais si on reçoit plein de signes et rien après?» Plein de signes et rien après? Oui, Je comprends pas bien. moi non plus, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ouais. S'il y a plein de signes d'un coup et rien après, peut-être Jackie préciser question. En tout cas, elle dit: «Coucou ma fille, tu es magnifique, hein, Ouais, super, merci. voilà, avec confirmation de Marilyn. Merci. Et Christelle qui nous dit: «Je vais faire rire, mais c'était de mon tableau dont je parlais». OK. Ah oui! Voilà, c'est celui-là, désolée. Voilà. Ah ben, je suis désolée pour le coup, Didier. Non, non, c'est Alors, moi, je me suis emballé. bon, mais du coup, écoute, je vais faire la pub. Alors, c'est Christelle Couget qui a une page Facebook. Christelle, si tu pouvais vite rappeler le nom, je crois que ce sont peintures. Ah, je ne sais plus, il y a un adjectif après. Et donc voilà, moi je lui ai acheté celui-là parce que je le trouve magnifique, mais elle en a plein. OK, et donc Donc, c'est pas Sonia, c'est Nadia, hein, pour info. Nadia. Non, 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 mais je réponds à Christelle. Ah OK, d'accord, oui. Mmh. Ah Donc oui, OK, ça Christelle va, oui. Couget, Donc artiste Christelle peintre. Couget, qui a une page Facebook que malheureusement je connais pas par cœur, mais qui s'appelle Peinture sensitive ou quelque chose comme ça. Christelle, si tu pouvais le dire, ce serait bien, comme ça on fait la Oui, pub. voilà, on fait une pierre deux coups. Voilà. Alors Jackie, si vous pouviez, repréciser votre question. Nathalie, D77 nous dit: «Pendant 1 an après mon interruption médicale de grossesse, je sentais que j'avais quelqu'un d'assis sur mon épaule gauche qui me chuchotait à l'oreille. J'ai toujours pensé que c'était ma fille Emmeline». C'est que c'était le cas. Quand on a surtout après, on a des perceptions sensorielles très fortes. Si on est très ouvert à ces perceptions, oui, Nathalie, tu peux être sûre que c'était le cas. Ouais. Maintenant, tu peux lui demander. Tu peux lui demander, d'avoir des signes, de dialoguer. Maintenant, tout le monde non plus n'est pas destiné, comme je disais, à d'office avoir une communication, hein. Je ne voudrais pas donner des faux espoirs, des illusions ou des rêves. Moi, je voudrais quand même être très prudente par rapport à ça. Mais il y a moyen, et si tu le ressens comme ça, suis ton ressenti. C'est important. Il y a un épisode aussi dans le livre que je raconte. Moi, j'ai toujours dit que c'était Esteban et que c'était un garçon. Toujours. Jusqu'à un moment où je croise 2 personnes différentes qui ne se connaissent pas entre elles et qui toutes les 2 me disent: «Je vois une fille à tes côtés». Au point que je me suis un petit peu mise à douter.
J'avais pas du tout envie de remettre en question en disant, attends, ça fait presque 30 ans que je parle à un garçon et que je l'ai nommé Esteban. J'ai pas envie de l'appeler autrement et de changer tout mon esprit mental de logique terrien à me dire que c'est une fille. On s'en fout, enfin, ça ne fait pas de sens. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que là-haut, quelle différence ça ferait que ce soit un garçon ou une fille. Et je raconte justement à un moment donné, ben voilà, je rencontre un groupe de médiums où quelqu'un me confirme que c'est une fille. Enfin, il y a tout un tas de trucs et je fais mon propre apprentissage et j'apprends par la suite. En fait, je décide en disant, moi, je rejette tout ça. Je m'en fous. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Pour moi, c'est un garçon. Je l'ai appelé Esteban. Je lui parle à lui depuis 30 ans. Je ne vais pas changer ça. Et après ça, j'ai eu un message d'Esteban euh, qui me dit qu'effectivement, le sexe n'a d'importance que pour l'être humain, mais absolument pas pour l'âme. Et donc, je lui pose la question, mais pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que l'univers ou la vie a mis sur mon chemin deux personnes qui me donnent le même message au point où j'arrive dans le doute? Et il me dit, c'est pour ouvrir ta conscience, pour te montrer qu'il y a une autre manière de réfléchir. Et c'est vrai que c'est par cet événement-là que j'en suis arrivée à me positionner moi et à faire mon propre choix, à réfléchir, me poser des questions et à statuer en disant stop, je, ça je prends pas, pour moi c'est un garçon, point. Et depuis lors, je n'ai plus jamais rencontré quelqu'un qui m'aurait dit c'est une fille ou quoi que ce soit. Parce que voilà, c'est établi. Ah voilà, peinture énergétique, self-love art thérapie, Christelle Couget. Merci Angélique. Donc peinture Ouais, énergétique au Christelle. pluriel. Pardon? Christelle, du coup. J'ai pas compris. Ah non, c'est peut-être pas la même personne, Non, j'ai non, peut-être c'est mal, Angélique qui répond que ah la oui, page pardon. de Christelle Couget Pardon, s'appelle, excuse-moi. voilà, donc Autant peinture pour moi. énergétique au pluriel, slash self-love art therapy. Oui, non, je me suis emmêlé les pinceaux. Allez voir et vous Merci. ferez votre propre avis. Moi, personnellement, j'adore ces peintures. Celle-là n'est que la première d'une longue série, je le sens, mais une chose à la fois. Super. Mm. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu veux nous parler de la couverture du livre? Oui, Cette peinture Racine, qui oui. porte le nom de Racine. Alors, c'est une peinture qui a été faite par ma maman, donc Ah d'accord. qui est artiste, qui fait plein de choses. Et il y a une très, très belle synchronicité euh, pour le choix de cette couverture. Parce qu'au départ, je voulais en fait, enfin, j'avais dans l'idée de faire un fœtus. Finalement, ben voilà, ça n'a pas pu se faire. Il y avait une question de qualité d'image. J'ai la fille d'une amie à qui je fais aussi coucou en passant, Anaëlle, un gros bisou, qui s'est donné beaucoup de temps et d'énergie à me faire un dessin et qui malheureusement voilà, ne passait pas à l'impression. Et donc, j'ai dû changer d'idée, trouver autre chose. Mmh. Puis j'ai une autre amie qui m'a fait un dessin, coucou Michel, je vais faire tout le monde. Ça n'allait pas non plus. Et puis finalement, à un moment donné, j'en parle avec une amie, Nathalie, qui est là ce soir, petit coucou aussi. Et en fait, elle est chez moi et ce dessin, Racine, donc de la couverture, c'est un tableau qui est chez moi, que ma maman m'a offert. Euh, et à un moment donné, donc Nathalie et moi, on parle de bah, qu'est-ce que je vais faire pour cette couverture, quel dessin je vais choisir. Et Nathalie, en fait, a le regard sur ce cadre et elle bug. Elle bug, elle n'arrive pas à détacher son regard du tableau et elle me dit, appelle ta maman, demande à ta maman. Et je fais OK. Et de la manière dont ça se passe pour connaître Nathalie, je me dis OK, il y a quelque chose. Donc j'appelle ma maman le lendemain en disant, bah, écoute, voilà, finalement la couverture, je dois changer. Est-ce que dans toute ta collection, parce qu'elle a une sacrée collection de peinture, de dessin, enfin voilà, de tout ça. Est-ce que tu penses à un dessin Et on est en train de voir toutes les deux, donc à distance, puisque j'ai toute sa collection sur l'ordinateur aussi. Et on est en train de chercher. Et à un moment donné, ma maman me dit, écoute, je bug sur une des peintures, j'arrive pas à m'en détacher. Et c'est le fameux Racine, donc bah, ce dessin-là. Et donc, je me dis, attends, Nathalie bug sur ce dessin-là hier, ma mère bug sur ce dessin-là aujourd'hui, c'est bon. Et donc, c'est comme ça qu'on a choisi. En plus, il s'appelle Racine, ce que j'ai beaucoup aimé en lien par rapport au titre, qu'il y ait dialogue entre ciel et terre.
Et donc, voilà la raison du pourquoi ce choix de couverture. OK. Super, merci beaucoup pour cette anecdote. Mmh. Alors, Jackie justement, qu'on vient d'évoquer, précise sa question de tout à l'heure. Depuis plusieurs mois, il y a chaque jour un ou plusieurs signes, mais il n'y a pas de relation, pas d'échange, juste une présence ou ce que j'imagine être une présence, rien de plus. Il y a une présence effectivement, voilà, ça je le sais, j'ai déjà confirmé à ma maman. Pour que le dialogue s'installe, ça demande un cheminement et notamment au niveau du mental humain. C'est-à-dire, accepter, sortir de la logique et des attentes. Hem, Moi quand le dialogue s'est installé avec un Esteban, je l'attendais pas comme ça. Je sais par, voilà, par divers infos qu'effectivement Esteban, par exemple, est près de ma maman aussi et qu'il lui parle. Sauf que voilà, ma maman a son parcours à elle. Je perds ma voix. Il y avait long il y avait longtemps. C'est bon. Hem Et que, ça demande son propre cheminement d'ouverture à ton rythme, maman, et à ta façon. Et donc voilà, c'est le tout d'instaurer, que toi tu lui parles, que tu sois très à l'écoute. C'est compliqué aussi d'entendre les réponses parce que le mental, le premier truc qu'il va faire, c'est le mettre en doute et le bazarder. «Oui, mais non, c'est pas possible», et le mental va trouver une raison logique. C'est la première chose que le mental va faire, et s'il ne trouve pas de raison logique, c'est: «Tu deviens folle, c'est pas possible, c'est n'importe quoi», enfin voilà. Ça, c'est le rôle du mental, hein. Dès qu'on fait quelque chose pour nous élever ou qui va nous faire du bien à l'âme, le mental, il vient directement pour saboter tout ça. Donc là, ça demande plus un travail d'ouverture de soi et d'acceptation en disant: «OK, je parle, j'espère avoir une réponse, mais je n'attends pas tout le temps». En tout cas, à nouveau, je peux parler que de mon expérience, hein. Il y a certainement d'autres personnes qui auront eu d'autres expériences et qui apporteraient une réponse complémentaire ou tout autre à ce que je peux dire maintenant. Mais moi, toutes les réponses, tout ce qui m'est arrivé, c'est toujours quand je n'étais pas dans l'attente. Tous les moments vraiment extraordinaires, des signes vraiment, mais enfin, qu'on ne peut pas douter et mirobolants, ils se sont toujours passés quand je m'y attendais pas du tout. Donc peut-être apprendre à lâcher prise en disant, ben voilà, euh, tu lui parles, tu poses une question, et puis tu laisses de côté et tu attends que la réponse te vienne, et elle viendra comme ça d'un coup, de manière évidente. Mmh. OK, merci. Je vais essayer de me mettre en situation. Merci, merci. C'est sans doute ça. Je suis trop en attente, trop impatiente. Sûrement. En tout cas, moi, chaque fois que je suis dans l'attente, il y a rien, hein, et je l'ai été souvent. Je veux dire, à chaque fois, j'attends vraiment. Dans mon livre, je raconte que j'ai eu la vision du maître du temps Oui. où j'ai eu mais la trouille de ma vie, Ah ouais, heu alors là, le truc, mais moi je me suis mis à flipper, hein. ah oui. Je me suis dit: «Putain, mais s'il y a quelqu'un qui apparaît comme ça devant moi, qu'est-ce que» Ah mais ouh non, là! mais la trouille de ma vie, c'est-à-dire que je me mets dans mon lit, j'éteins ma lampe de chevet et je vois un homme sur le bord de ma fenêtre, enfin c'est une horreur, enfin pardon, excusez-moi. Non, oui, c'est flippant, c'est vraiment flippant. Mais maintenant, tous les soirs, je regarde et je voudrais le revoir, et je me dis: «Beh, je suis dans l'attente, donc ça viendra pas maintenant». Donc j'essaye de me détacher de ça et de me dire: «Ça viendra quand ça viendra», mais pour l'instant, j'arrive pas à me détacher de l'attente. Tous les soirs, quand je vais dormir, tous les soirs quand j'éteins ma lampe, je regarde en me disant: «Je voudrais pas le rater s'il est là». Mais voilà, oui, donc je pense que, oui, si on est trop dans l'attente ou trop impatiente, en fait, on se programme aussi, hein, à recevoir quelque chose de précis, de prédéfini, L'attente. et du coup, On on se ne voit plus le reste. Voilà, il y a ça, mais on se programme à attendre. Oui, On crée l'attente en étant dans l'attente, en fait. oui, voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de changer, ce qu'il y a dans ta tête au moment où tu regardes, Mmh. plutôt que de dire, «Mais c'est au cas où je le louperais, machin truc bidule, j'attends ce qu'il va voir, il va arriver». Tu exprimes à ce moment-là plutôt ton désir de communication.
le fait que tu te sentes prête. Alors bien sûr, quand il va apparaître, tu vas Mmh. flipper. Premier réflexe, tu vas Encore? flipper, hein. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est clair et net, c'est Ouais, normal, on est dans l'inconnu, et cetera. Mais bascule dans ton désir de communication, plutôt que dans ton désir d'attente, puisque tu crées l'attente. ouais. Et Alors évidemment, il faut que ce soit, le bon moment pour toi. Néanmoins, oui, il a j'ai quand même entendu insisté, hein, dans le bouquin, «Regarde-moi, regarde-moi», oui, mais j'avais trop peur, dis. bah, Non, oui, non, je sais j'avais bien. trop peur. Mmh. Maintenant, je regrette d'avoir raté cette occasion-là. Tu l'as Mais pas raté. oui, enfin voilà, ouais. Non, non, j'avais trop peur, j'aurais pas pu. Mais même maintenant, quand j'attends et quand je regarde, j'ai quand même toujours peur, hein. Il y a quand même une partie de moi en me disant: «Ouf, oui, j'ai envie de le revoir et j'ai envie de discuter». Mais je peux pas dire que je suis hyper rassurée, il y a quand même toujours une partie de crainte en moi, hein. Et si ça se passait autrement? Et si ça se passait en communication auditive? Tu as programmé le truc pour que ce soit comme ça s'est produit la première fois Exact, ou les 2 premières fois, je sais plus. oui. Mais est-ce et si tu posais ton désir pour avoir une communication, par un autre moyen et Mais tout aussi efficace et pertinente? l'auditif me conviendrait bien puisque c'est déjà comme ça que je fonctionne maintenant. Oui, je sais bien, c'est pour ça que j'en parle. Donc ouais, oui, tout à fait. Non, mais tu as raison. Tu vois, là, tu m'aides à sortir justement, comme je disais tout à l'heure, sortir de votre angle de vue et penser différemment. C'est exactement ce que tu fais. Tu m'aides à voir autrement. Donc plutôt que d'aller me coucher tous les soirs en me disant: «J'ai un peu peur, mais j'attends, j'aimerais le voir», je vais plutôt faire comme ça effectivement et de me dire: «Ça peut être autrement». Ouais. Quelque chose de confortable pour toi. Oui, Mmh. ouais. Mmh. Jackie qui dit: «Exact et vous êtes tous les 2 fabuleux, Ah merci. ma chère Jackie, vous êtes tout aussi merveilleuse d'avoir Mmh. mis un être comme Christelle au monde. Ne négligez pas votre participation active à cette situation». Ils sont à 2, hein, mon papa aussi, hein. Oui, non, non, mais je évidemment, évidemment. On n'oublie pas le papa, Ouais. bien évidemment. Alors, je vais reprendre les petits trucs que j'ai oubliés, les petites interventions. Non, 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 non. Christelle nous dit: «Oui, le mental est très fort, c'est clair que si on est dans l'attente, ben, rien ne se passe, pas évident, le fameux lâcher prise. Merci pour ces petits rappels». Ah oui, hein, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous créez l'attente et donc vous recevez de l'attente. Oui. C'est mais quand on a compris ça, arrêtons de dire ce qu'on de vouloir ce qu'on ne veut pas. On veut pas attendre, pourquoi être dans l'attente? Et manifestons, désirons ce qu'on veut, osons dire Mmh. ce qu'on veut. Voilà, Mmh. donc c'est effectivement c'est pas toujours évident quand on est dans le même moi, hein, je me fais avoir, Oui, c'est pas parce qu'on le sait qu'on l'applique à 100 oui, 24 heures sur exactement, 24, hein. J'arrive voilà. à appliquer ça, le pas d'attente et la confiance en l'univers. Moi, j'applique ça pour des tas de choses où, en avant, je sais pas où il m'emmène, mais il m'y emmène et j'y vais, il y a pas de souci. Mais ça m'empêche pas effectivement d'avoir quand même parfois des attentes ou, d'être accroché à certains trucs comme ça, hein. OK, dac. Bien, on vous laisse encore quelques instants, messieurs, dames, pour vos questions, et on s'apprête donc à clôturer cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Christelle? Ouh là là, je pense à certaines métaphores que Esteban ah, attends, oui, tu m'entends? Oui, oui, tout à Oh fait. pardon. Je pense à certaines, métaphores. Esteban a utilisé pas mal d'images et de métaphores avec moi qui m'aidaient justement à comprendre. Oui, Voilà, pour expliquer différentes choses. Je sais pas pourquoi, enfin, je pense à le fameux bocal avec le poisson rouge. c'est ce que j'avais en tête, oui. C'est vrai? Ah bah, voilà. Ouais. Où il explique, voilà, même si on va expliquer au poisson rouge qu'il y a un monde en dehors de son bocal, bah, libre à lui d'y croire ou pas. Et quand il dit: «Ben voilà, mettez-le maintenant», imaginez cet exemple avec 10 poissons. Ils vont en parler entre eux en disant: «Hey, il y en a un qui raconte qu'il y a un monde en dehors du bocal». Alors il y a un poisson rouge qui va éclater de rire, l'autre qui va juger, certains qui vont le croire, d'autres pas. Et Esteban explique que vous y croyez ou non, ça ne change rien au fait. Il existe un monde en dehors de leur bocal de poisson rouge. Maintenant, ce que vous en faites, c'est ce que vous en faites. Donc enfin, et voilà, il y a plein de petites, de métaphores ou comme le parc d'attractions en disant, la vie, l'incarnation, c'est comme un parc d'attractions. Au moment où l'âme s'incarne,
Quand on rentre dans un parc d'attractions, certaines personnes vont aller tout de suite vers des attractions à sensations fortes qui remuent beaucoup, où on va crier et être dans l'excitation. D'autres qui vont choisir des attractions beaucoup plus calmes, douces et mollo, on y va tranquille. Et d'autres encore qui ne vont aller sur aucune attraction, mais ils viennent pour voir un peu l'ambiance et manger. Voilà. Il dit la vie, c'est la même chose. Il y a la différence qu'à l'entrée du parc d'attractions, imaginez qu'on vous dise, vous faites ce que vous voulez. Mais plus vous allez faire d'attractions, et plus vous allez recevoir de bonus. Et les cadeaux, en fait, ce bonus est tellement énorme pour toute l'éternité qu'on se dit, OK, je peux bien me faire peur 2 ou 3 minutes pour tout ce que je vais pouvoir en retirer après pour l'éternité. Et c'est ça la vie, en fait. Et donc, ces 2-3 minutes de peur dans le parc d'attractions, ben, ce sont nos souffrances. C'est la perte d'un enfant, le divorce, enfin voilà, les problèmes de santé, c'est tout ça, en fait. Donc voilà, il y a pas mal de métaphores aussi pour nous aider justement à fonctionner avec notre logique du mental, puisqu'on fonctionne comme ça et qu'on a besoin de comprendre les choses pour pouvoir éventuellement les accepter après. Ben, personnellement, moi, ça m'a aidé d'avoir ces métaphores-là. OK. On a une question de Roselyne. Bonsoir Roselyne, qui nous dit: «Ce sont bien 2 modes de fonctionnement différents. Celui de la terre, d'une part, et celui du divin, d'autre part. Sur terre, avec lequel vivre. Est-ce souhaité aujourd'hui par la vie?» Voilà, j'ai pas compris la fin. Est-ce souhaité aujourd'hui par la vie? Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais par contre, euh, le divin et la terre, il y a quand même une répercussion, hein. Ce que l'on vit en haut va se répercuter en bas, ce que l'on fait en bas a une incidence. Enfin, il y a vraiment un lien quand même entre ces deux mondes. Alors, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas la même explication. Par exemple, la notion de temps, ben, ce sera que sur Terre et pas là-haut. Donc, oui, il y a des différences. Il y a quand même la différence principale, c'est quand même le mental qui nous met des croyances, qui fait cette fameuse logique dont j'ai souvent parlé. Euh, le, la séparation, le sentiment de séparation, on le vit que sur Terre, on le vit pas là-haut. Donc oui, il y a des différences dans ces deux mondes, mais il y a quand même beaucoup de liens et de répercussions l'un sur l'autre. OK. Bah, Roselyne, si ça t'a paru, clair, par rapport à ta question, n'hésite pas à nous le signaler. Bah, on a, on a Gaby Chris qui nous dit: «Belle soirée, belle nuit à tous. J'arrivais pas à décrocher, lol». Trop intéressant, donc visiblement elle est revenue. Ah, c'est bien, c'est gentil. Merci, Gabi Chris. Si j'ai bien compris, hein, j'ai peut-être mal compris. J'ai compris comme toi. Oui. OK. Voilà. Bon. Bah, ce que je vous propose de clôturer pour ce soir, donc Christelle vous a expliqué, donc si, ce livre vous parle, vous attire, si vous êtes guidé, donc heu dans sa direction, voilà, comment l'acquérir. Donc sur Amazon ou directement en contactant, Christelle. Voilà, pour vous-même, pour, des personnes qui seraient concernées. Moi-même, je vais, me permettre d'en faire cadeau à une de mes amies. Voilà et n'hésitez pas à la contacter pour toute question, voilà, en lien avec tout ça. En tout cas, merci d'avoir accepté, de faire, cette émission qui est quand même, une émission un type d'émission qu'on n'a jamais faite, hein. Parler d'un livre, je pense pas que ça se Mm. reproduise. Mais le sujet était tellement, atypique, le contenu et les enseignements transmis aussi, que voilà, on trouvait que c'était, juste, majeur de se donner l'opportunité de faire connaître un peu plus cet ouvrage qui vient d'être publié. Ben, Donc merci beaucoup. merci beaucoup à toi Didier et merci beaucoup à vous tous qui avez été présents ce soir pour nous regarder, nous écouter, partager, interagir et voilà. Merci beaucoup parce que pour moi c'est ça le plus important, c'est que le message du livre passe, que tout ce que Esteban explique, que ça passe, que ce soit diffusé le plus possible pour que ça touche le plus possible de femmes et d'hommes qui ont vécu un événement comme ça et qui sont dans la souffrance et pour
en espérant que ça les allège. C'est vraiment ça le but, donc merci beaucoup à tous. Une très bonne nuit et à la semaine prochaine sur Ascension TV. De gros bisous, gros bisous, gros bisous. Ciao, ciao. Bye bye.